fais pas confiance. Il y a à boire et à manger, comme on dit. Je pense que la presse a perdu toute liberté. Toute liberté d'action et de pensée. Ce phénomène s'inscrit dans une tendance de longue durée et s'est aujourd'hui renforcé en raison de la concentration des médias. Lagardère, Dassault, Bolloré, Amaury et la frontière qui semble floue entre médias et politique. Je suis convaincue que les médias sont politisés. Il y a un lien évident. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me méfie. Pourtant, sans presse, il reste quoi? Des rumeurs? Des vérités instantanées qui changent d'avis toutes les heures? Mais ce doute, est-ce vraiment une défaite ou une chance pour la démocratie? La défiance, après tout, n'est-elle pas aussi une forme d'exigence? Qu'en pensent nos élus, nos dirigeants? Comment, eux, consomment-ils la presse? Pour mieux comprendre, nous sommes allés à leur rencontre. L'information, pour moi, c'est une donnée qui est essentielle, notamment quand on est chef d'entreprise. Un décideur économique, il a besoin d'informations. Pourquoi il a besoin d'informations? Simplement puisque c'est ce qui va l'aider à traiter et à prendre des décisions. Le sujet aujourd'hui, il est plus forcément uniquement dans la prise d'information. Je dis toujours, mais avant, celui qui avait le pouvoir, c'est celui qui avait l'information. Je considère aujourd'hui que celui qui a le pouvoir, c'est celui qui est capable d'interpréter l'information, ce qui est complètement différent. Chaque jour, nos responsables politiques et dirigeants lisent, écoutent, regardent pour comprendre, pour décider. Mais quel est leur rituel au quotidien par rapport à la presse? D'abord, c'est presse numérique exclusivement. Je hiérarchise en fonction d'abord des plaisirs, d'où l'équipe pour commencer. Et ensuite, c'est pas total, c'est hiérarchisé par grande catégorie. C'est pas hiérarchisé un journal avant l'autre. Je sais exactement dans le journal où je vais trouver l'information que j'ai besoin de trouver. Ce que je fais, c'est quand je trouve un article qui me paraît vraiment pertinent, très souvent, je fais une capture d'écran et j'envoie à mes collaborateurs l'article en question, ou pour qu'ils le lisent, ou pour qu'ils travaillent le sujet, ou qu'ils creusent un début d'enquête, parce qu'il y a sans doute quelque chose à exploiter derrière. Et donc, ça peut nous donner, à partir d'une idée, d'en produire une autre, tout simplement en faisant phosphorer les équipes qui sont autour de moi. Et ça fait partie de mon mode de fonctionnement. Donc la presse est aussi une source d'inspiration sur certaines décisions. Ma première consommation, c'est le matin au lever, où je lis la presse très locale, en l'occurrence le Républicain Lorrain, dès 6h30. Et ça, c'est une tradition qui est la mienne depuis plus de 50 ans. La revue de presse qui m'est préparée la veille, préparée par les services départementaux. Et puis je lis également des presses un peu plus spécialisées. Alors, j'ai l'habitude de lire l'Équipe, par exemple. Si j'aime toujours le papier pour bouquiner ou de belles revues, en fait, pour aller vite, c'est toujours par les versions numériques que je vois les médias, les quotidiens nationaux, le quotidien régional et la semaine. Et quand des articles sont publiés avant, je lis le plus tôt. Donc c'est effectivement par les versions numériques que je lis les journaux, même si j'aime bien de temps en temps prendre un peu le temps de lire l'édition papier. Et dans ce flux continu d'informations, comment les responsables publics parviennent-ils à garder le sens du recul? Une question qui se pose chaque jour sur le terrain, notamment pour ceux qui incarnent l'État au plus près des citoyens. Trop d'informations tue l'information, donc il faut qu'on arrive à la hiérarchiser. Et la grille d'entrée, je vous l'ai dit, c'est nos politiques publiques, celles qu'on est chargé de mettre en œuvre dans le département. Ça nous permet effectivement là, et non pas de les infléchir, mais de comprendre comment elles sont reçues. Je m'appelle Esther, je travaille chez Brut et je te pitch le film en 60 secondes chrono. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et les plateformes alternatives concurrencent les médias traditionnels. Les nouvelles se succèdent, s'effacent, se remplacent. Les consommateurs induisent l'envie du média immédiat. Il faut de l'information, c'est dans l'actualité. À l'instant T, il faut qu'on soit tous informés de quelque chose.
Là, c'est forcément une dérive, on le sait, puisque ça ne permet pas forcément de vérifier l'information. On va très vite sur l'information, on le voit, si vous suivez des chaînes d'information en continu, ça va rectifier l'information au fur et à mesure de la journée, ça reprécise les choses. Et là, je dirais que c'est parfois le consommateur qui induit ça, parce que plus vous êtes dans cette demande-là, plus le média va avoir envie de répondre à cette demande-là. Donc je dirais que cette défiance, elle peut venir de là, d'avoir le fait d'aller très vite sur l'information, puis de se rendre compte peut-être que le lendemain, elle n'était pas aussi précise. Mais que reste-t-il du temps pour réfléchir, pour vérifier, pour comprendre ? On a moyen aujourd'hui, encore une fois, de prendre le temps. C'est ça qu'il faut. Il faut prendre une information, puis à un moment donné, il faut se dire je vais attendre un petit peu les compléments d'information par rapport à ça, ou je vais être un peu l'esprit curieux, c'est le but, d'aller voir d'autres médias et puis de regarder un petit peu comment ça se complète dans la journée. L'essence de l'intelligence artificielle, l'IA, apporte de nouvelles opportunités majeures pour le journalisme. Elle améliore le traitement de grandes quantités de données, ce qui permet des enquêtes plus fines. Elle permet également de réduire les tâches de routine ou coûteuses. Certains rapports indiquent que l'IA intégrée dans les rédactions permet une réduction d'environ 30% des coûts éditoriaux et une augmentation de l'efficacité de production de l'ordre de 30 à 45%. L'ère de l'intelligence artificielle a aussi bouleversé la vérité. Chacun peut créer, partager et éventuellement manipuler. La frontière entre le vraisemblable et le vrai n'a jamais été aussi floue. Comment nos responsables politiques et nos décideurs économiques s'adaptent-ils à cette nouvelle donne ? Parce que cette information aujourd'hui par l'intelligence artificielle n'est pas passive, elle est agressive. Manipuler la conscience collective. Parce que c'est cela qui va se passer. Mais dans nos démocraties, ça sera plutôt un moyen d'affaiblir le pouvoir. Vous pouvez mettre des mots dans la bouche d'un président de la République, d'un ministre, qui ne sont pas ces mots, qui ne sont même pas ses pensées. Et donc, ça peut être une source de tromperie. Thank you, director, for trusting me. Producer for unwavering support, and the whole team. Comment on arrive à garantir à nos lecteurs, à nos auditeurs, que l'information qu'on transmet, elle est vraie ? Il faudrait beaucoup mieux encadrer, de façon législative et légale, la production de tout ce que peut représenter l'intelligence artificielle. Si l'intelligence artificielle a été utilisée sur une vidéo, ça doit être mentionné. Aujourd'hui, vous voyez la photo d'un immeuble en feu. La première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que cette image est vraie ou est-ce qu'elle est fausse ? Beau sujet pour le 21e siècle, je trouve. Vraiment beau sujet. Qu'est-ce qui atteste de la vérité d'une information, y compris quand elle passe au travers de l'image ? C'est une sacrée révolution pour moi. Mais au-delà de la question de la véracité, une autre réalité s'impose. L'information ne circule plus dans un espace commun. Chacun reçoit une version différente du monde, façonnée par ses opinions. Les réseaux sociaux sont en train de créer une polarisation de l'information qui finalement nous renferme un peu dans ce qu'on est et dans nos croyances. Mais ça, c'est le propre de l'humain, d'aimer avoir raison. Chacun, avec l'information qu'il consomme dans son microcosme à lui, a sa vérité, a son information à lui. Les algos de réseaux sociaux qui n'arrêtent pas de nous confirmer dans ce qu'on pense. Un média, ça reste une entreprise. Il a aussi besoin finalement d'avoir des recettes et donc des lecteurs. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a aujourd'hui la possibilité pour un média de sortir de sa ligne éditoriale, d'aller finalement être capable de mettre un peu de nuance dans les propos, quitte à ne pas correspondre complètement à ce qu'attend l'auditoire de ce média-là. Sortir de cette spirale suppose de repenser non seulement la manière dont on produit l'information, mais aussi la façon dont on la lit, et surtout, dont on la questionne. Le média, en consommation, doit se voir comme, encore une fois,
plurimédia. Il faut prendre le temps, il faut aller voir des émissions, il faut regarder des documentaires, il faut vraiment alimenter sa réflexion, mais ça, c'est quelque chose qu'on doit faire toute sa vie. Et nous, on a, je pense, une responsabilité énorme à former les jeunes générations à ça. Plus elles sont sensibilisées tôt au fait de s'ouvrir sur un très grand nombre de médias, sur un très grand nombre de sujets, plus on évitera ces dérives qu'à un moment donné, une seule pensée s'installe quelque part. Et je pense que là, c'est effectivement la fin de la pensée de l'être humain quand elle est monoïdée. Quand vous refermez une société sur la monoïdée, vous lui refermez sa fenêtre sur le monde. Le pluralisme des médias, c'est peut-être la promesse d'une diversité vivante. Mais il peut aussi s'appauvrir s'il ne se renouvelle pas. Et c'est là que tout recommence. Entre les mains de celles et ceux qui apprennent à filmer, à écrire, à témoigner. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JT Webédition. Master journalisme et médias numériques de Metz, site du Solci. Nous sommes allés leur poser la question. De toute manière, il faut douter de tout le monde, que ce soit les journalistes, les politiques. Il y en a qui pensent que c'est tous des vendus, et potentiellement, il y en a des vendus des journalistes. Se poser soi-même la question, est-ce que cette information qui m'est délivrée, est-ce qu'elle a été filtrée, comment elle est filtrée ? Le rôle du journaliste, c'est avant tout de vraiment transmettre une information qui se veut déjà vérifiée, fiable, et si possible, qui prend vraiment en compte la diversité des points de vue. La vocation des médias, c'est aussi d'être au plus près du territoire, de comprendre ses réalités, ses habitants, ses enjeux. Alors le média local est extrêmement important parce que d'abord il apporte un niveau d'information que les médias nationaux, la presse quotidienne nationale n'apportent pas. C'est ce qui se passe chez soi. Il faut qu'on revienne aux valeurs simples de la proximité de nos concitoyens qui ont besoin de cette proximité. Comprendre les sujets, les défis qui se posent collectivement à la population d'un même territoire, cela ne peut être fait que par la presse locale. Je ne concevrais pas du tout une société où il n'y aurait plus de médias locaux. Ça serait un décrochage complet. Ça permet une éducation vraiment à son territoire. Et je pense, même chez les jeunes, on ne peut pas être acteur de son territoire si on ne comprend pas comment il fonctionne, si on ne comprend pas ceux qui en font l'actualité et quels sont les grands projets qui vont potentiellement se développer. Entre territoire et démocratie locale se dessine aussi un autre défi concret. L'enjeu, pour moi, sur la presse locale, va être de comment on va pouvoir garantir une qualité de l'information et une profondeur dans les investigations d'un sujet, tout en gardant une rationalité économique. Territoire, proximité, pluralisme. Ces mots prennent tout leur sens quand on prend le temps de les écouter. Mais à l'heure où tout s'accélère, où l'information se consomme plus vite qu'elle ne se comprend, il semble urgent de prendre le temps de redonner du souffle. Et peut-être aussi de laisser aux journalistes le temps de faire leur travail. On revient à cette notion de récit, mais il faut qu'on soit tous dans le même sens, il faut qu'on soit tous capables de réécrire ce récit, de le simplifier, de remettre les valeurs qui nous sont quelque part communes au cœur de nos échanges. La presse est subventionnée donc par les pouvoirs publics en fonction du tirage, en fonction d'un certain nombre de critères. Il y a des règles pour ça et il faut que cet effort-là soit maintenu pour qu'on ait une vraie diversité. Je terminerai en saluant aussi ce à quoi sert la presse et notamment la semaine qui est sur un territoire aussi de rapprocher à la fois le monde, la sphère des décideurs publics, le monde économique et aussi, on en a besoin, le monde académique. Laisser porter atteinte à la liberté des journalistes, aux conditions de travail des journalistes et aux conditions dans lesquelles on leur demande finalement de produire cette information à destination des citoyens et des citoyennes, c'est un danger majeur pour nos démocraties, un danger majeur. Il y a un sujet à traiter du côté du modèle économique, il y a un sujet à traiter du côté de la protection des journalistes dans leur travail. Et si ces sujets ne sont pas traités, et traités efficacement dans les mois qui viennent, rapidement, j'ai les pires inquiétudes pour nos démocraties. Le sujet est vaste, bien sûr. Et ce que nous avons tenté ici n'en est qu'une esquisse, une première pierre à l'édifice. L'essentiel, c'est que la parole continue de circuler, qu'on échange, qu'on approfondisse. Parce que comprendre les médias, c'est aussi apprendre à mieux se comprendre et à s'ouvrir au monde.